Bonjour à tous. Donc, je suis Florian Monteghetti, je vais vous présenter mes travaux de thèse sur la condition d'impédance de paroi. Donc un petit mot sur où je suis, avec qui je travaille, etc. et qui c'est qui me paye. Donc je travaille, en fait, c'est une codirection entre Denis Matignon, qui est un matheux de Supaéro à Toulouse, et Estelle Piot, qui est à l'ONERA au DMPE, donc à Toulouse. Et c'est un financement 50-50 ONERA déjà, parce que c'est un sujet qui a des applications civiles et militaires. Donc, j'ai choisi cette présentation assez colorée, assez light. J'espère que ça vous plaira avant le buffet. Je vais vous commencer en fait juste par entrer sur le contexte et les objectifs de la thèse. Ensuite, je présenterai 3 contributions. Donc, je vais prendre une application civile ici. C'est la réduction de bruit émise par les moteurs d'avion. Donc, vous savez, pour ceux qui ont pris l'avion, que en fait, les moteurs, ici, il y a un énorme fan pour augmenter le taux de dilution. Et ce fan, en fait, il émet pas mal de bruit. Et une des stratégies pour contrôler le bruit émis, c'est de tapisser l'entrée du moteur par des matériaux absorbants. Donc le matériau le plus simple qu'on utilise, il y en a un qui est tracé ici. C'est un matériau passif qui est constitué de 3 composantes. Une plaque rigide, des cavités et des perforations. Donc ça, en fait, c'est basé sur ce qu'on appelle le résonateur de Helmholtz, qui est l'analogue acoustique du résonateur mécanique ou électrique, et c'est le matériau le plus simple qu'on peut imaginer pour absorber. Donc intuitivement, imaginez que l'air, en fait, elle va osciller dans les petites perforations de la plaque, et finalement, on a des pertes visqueuses dans la perforation, qui sont responsables de l'absorption sonore, et la cavité, en fait, elle règle la fréquence de résonance. Donc c'est un matériau vraiment, le matériau de base le plus utilisé pour ça, et ensuite on fait des variations en ingénierie sur ce matériau. Donc l'idée, c'est qu'on a un besoin en ingénierie de calculer le bruit émis par ce type de configuration, c'est-à-dire qu'il faut être capable de, connaissant une source de bruit, calculer dans le spectre qu'est-ce qui a été absorbé, qu'est-ce qui n'a pas été absorbé. Pour ça, une des solutions, étant donné qu'on connaît le matériau, ce serait de résoudre parfaitement cette configuration avec toutes les aspérités géométriques du matériau. Au vu des dimensions en jeu, c'est trop coûteux de faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une modélisation simplifiée de l'impédance du matériau. Donc le matériau, il va être modélisé, c'est une modélisation comme une impédance qui va relier la pression acoustique et la vitesse acoustique normale. Et l'idée, en fait, c'est que le matériau, il est vu comme une condition limite. Donc au lieu d'avoir une condition limite mûre, vous avez une condition limite un peu plus différente, qui a une dynamique plus riche, qui est cet opérateur Z. C'est ça l'idée de la condition d'impédance, c'est que c'est un opérateur qu'on met à la paroi qui est plus riche que juste une paroi rigide ou une paroi infiniment molle. L'idée, c'est que ce matériau et cette formulation, on peut la considérer soit dans le domaine fréquentiel, soit dans le domaine temporel. Donc les deux sont équivalentes tant que le problème est linéaire mathématiquement, mais il y a des intérêts dans les applications à parfois considérer des formulations temporelles. La vraie raison de fond aujourd'hui, c'est le traitement des non-linéarités et le couplage avec l'hydrodynamique. C'est 2 applications dans lesquelles on a vraiment besoin, et on n'a pas le choix, on doit faire du temporel. Donc, le cadre de cette thèse générale, ce qu'il faut retenir sur cette slide, c'est que ce que je fais, c'est des conditions limites pour modéliser des matériaux absorbants et en temporel. Parce qu'en fréquentiel, c'est juste une multiplication, c'est trop simple, on cherche à se compliquer la vie, donc on va le faire en temporel. Maintenant, je vais donner un exemple à quoi est-ce que ça ressemble une impédance. Donc là, c'est un modèle très simple de matériau. Vous avez une petite perforation et une cavité. Et l'idée, c'est que tant qu'on est dans le régime acoustique, c'est-à-dire pas d'écoulement et faible niveau sonore, ça a été très bien étudié. On a comme ça des impédances qui sont connues dans le domaine fréquentiel. L'acoustique résonance fréquentielle. Donc on connaît l'impédance du matériau à toutes les fréquences. Et vous voyez là, voilà, on a l'impédance de la perforation, de la cavité. Le message, c'est qu'on a des très bons modèles. Le problème, c'est qu'on va être sorti de force de l'acoustique linéaire par 2 choses. La première chose, c'est les non-linéarités, puisque notre moteur, il va avoir des forts niveaux sonores, et donc là, on a présence de phénomènes non linéaires. Et les phénomènes non linéaires, vous avez un exemple qui est tracé ici, tiré de la thèse de Roche. C'est une DNS acoustique d'une perforation. Et là, vous voyez à gauche, on a faible niveau sonore. Donc on a gentiment des petites lignes de courant qui sont toutes gentilles, toutes lisses dans la perforation. Donc là, ici, on a un régime de Stokes. Et quand on augmente le niveau sonore, vous voyez des phénomènes tourbillonnaires qui se produisent alors qu'on est en acoustique, il n'y a pas d'écoulement. On a vraiment des phénomènes de tourbillon acoustique. Donc on imagine bien que ça, on va sortir du cadre d'un gentil modèle linéaire datant du 19e siècle. Et ensuite, la deuxième chose qui nous sort de l'acoustique linéaire, c'est les effets d'écoulement, où là, on rentre dans aussi des questions de modélisation sur quel est le sens qu'on donne à l'impédance avec un écoulement. Donc ça, je ne vais pas en parler. Donc le message de cette slide, c'est de dire, il y a toute une littérature qui existe sur l'impédance, et moi, ça, en fait, c'est ma donnée d'entrée, c'est-à-dire des modèles et des hypothèses de modélisation, et moi, je vais faire un traitement mathématique et numérique de ça.
Donc maintenant, la thèse. Quel est le point de départ? Le point de départ, c'est une constatation, c'est qu'il y a une différence entre les modèles physiques et les modèles numériques. C'est-à-dire, les physiciens modélisent, les numériciens numérisent, et les deux ne se parlent pas. Et donc, quand vous regardez la littérature numérique, les numériciens postulent des formes pour l'impédance qui vont les arranger, mais ces formes, elles sont difficiles à faire correspondre aux réalités du matériau. Et la deuxième constatation, c'est que les modèles numériques étaient toujours linéaires. Or, on a vu que justement, un des intérêts de faire du temporel, c'est d'être capable de traiter les non-linéarités. Donc les objectifs de la thèse, évidemment, c'est de faire une condition limite qui soit parfaite, à la fois mathématiquement et numériquement et en termes de modélisation. Et ça, c'est notre objectif. Et donc notre démarche, en fait, c'est vraiment de partir des modèles physiques. Pas de partir des modèles numériques, mais de partir des modèles physiques. Et on va considérer des modèles physiques de plus en plus complexes, évidemment, au cours de la thèse. Et à la fin, comme je l'ai dit, mais je le martèle, l'intérêt, c'est l'utilisation avec de la non-linéarité en hydrodynamique, donc Navier-Stokes ou Euler. Donc maintenant, je vais parler de 3 contributions qui sont assez logiques dans leur déroulement. Je vais me focaliser sur 3 contributions. Je vais essayer de vous donner un aperçu de ce que j'ai fait dans chacune des contributions. Et ensuite, je conclurai. Donc première contribution, c'est vraiment l'analyse de modèles. C'est-à-dire, j'oublie le fait que j'ai des ondes acoustiques, etc. Je me concentre juste sur le modèle d'impédance que moi je connais dans la littérature physique et je vais essayer de le convertir et de l'analyser mathématiquement. Donc l'idée, c'est que l'impédance, on peut l'écrire de plein de façons différentes. Donc là, on considère juste l'impédance comme une entrée, une sortie, une pression, une vitesse. Et l'idée, c'est que l'impédance, on va pouvoir l'écrire de plusieurs façons différentes, en impédance, en admittance ou en coefficient de réflexion. Et que là, en fait, on rentre dans le cadre de la théorie des systèmes linéaires, tout simple, avec signal d'entrée, signal de sortie. Et on peut formuler des conditions d'admissibilité au sens classique ou au sens des distributions. Quand on est linéaire, l'impédance, regardez cette équation, elle va se réduire à un produit de convolution qui est très fondamental en physique pour les systèmes continus linéaires invariants en temps. On sait qu'ils se réduisent à une convolution. Et là, vous voyez qu'en fait, l'équilibre, ce que fait mon matériau, c'est une convolution entre la vitesse et la pression. Ça, c'est très fondamental. Et on a des jolis théorèmes qui nous disent, qui nous donnent des conditions sur la fonction de transfert de l'impédance pour être admissible. Donc, quelle est la contribution? La contribution, c'est que nous, ce qui nous est donné, c'est des modèles physiques qui peuvent être issus de considérations théoriques ou empiriques. Et l'objectif, c'est de les analyser pour être capable de calculer cette convolution. Donc maintenant, je vais faire une slide pour vraiment vous donner un aperçu de ce que j'ai fait. Donc l'idée, c'est qu'on veut calculer cette convolution-là. Puisqu'on fait une simulation, on doit concrètement calculer une convolution. Le problème, c'est calculer une convolution, il y a des intégrales en temps, si c'est des noyaux L1, et ça, c'est vachement coûteux en fait à faire. Donc on essaie de trouver des astuces pour se ramener à des choses plus simples à calculer. Donc là, il y a une première étape que je ne détaille pas, qui est d'analyser le modèle. D'analyser le modèle pour réduire cette convolution à d'autres convolutions plus simples, où on a des noyaux qui interviennent, qui sont en rouge ici, qui sont traitables numériquement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, le noyau rouge, donc là j'ai du vert, le vert je l'ai ramené à ce problème-là, qui est de calculer une convolution entre H et U, mais l'intérêt c'est que le noyau rouge il est plus simple, puisque j'arrive à montrer mathématiquement qu'il peut s'écrire sous cette forme-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement simple, c'est que notre Z physique qui était a priori assez compliqué, des cotangentes, des racines, plein de choses, issues de la physique, des fonctions de Bessel, je vais pouvoir le ramener à un H, et ce H, en fait, c'est rien d'autre qu'une infinité de systèmes du premier ordre. Mathématiquement, structurellement. Là, j'ai une information qui est structurelle sur mon système, que j'ai obtenue par analyse complexe. C'est que finalement, mon système, aussi complexe soit-il, je peux le voir comme une infinité de systèmes du premier ordre. Quel est l'intérêt? C'est qu'un système du premier ordre, c'est facile de calculer la convolution avec des équations différentielles. Donc cette information structurelle, elle me simplifie le calcul de la convolution. Regardez, imaginez que je veux calculer la convolution entre une exponentielle, donc un système du premier ordre, et U. Ça peut se ramener à calculer une variable phi qui suit une équation différentielle. Donc je ramène un problème intégral à un problème différentiel. C'est juste une reformulation, mais il s'avère que numériquement, on préfère manipuler des équations différentielles que des intégrales. Donc l'analyse mathématique me donne une information structurelle que j'utilise pour reformuler les choses. Et j'ai aussi un retard qu'on a mis en évidence, pour la première fois, qu'on a mis en évidence, et ce retard, c'est dû au phénomène de réflexion dans les cavités, dans les matériaux. Et ce retard, on va pareil le ramener à une équadif, puisque finalement, retarder une quantité, c'est pareil que la transporter. Donc en fait, on se rend compte que finalement, calculer notre convolution, ça va se ramener à calculer une équation différentielle et ensuite transporter cette équation différentielle. Donc on compose une équation différentielle ordinaire avec une EDP. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire, regardez mon modèle physique, une fois que j'ai discrétisé mon information structurelle, finalement mon modèle physique c'est un système du premier ordre avec un retard.
dans ce cas-là, mais ça peut être d'autres choses, mais l'idée c'est ça. Et ensuite, ce que nous donne l'analyse mathématique, c'est que on veut choisir les pôles et les poids de chaque système. Et en fait, c'est vachement difficile si vous voulez faire une optime directement là-dessus, en aveugle. Parce qu'il faut placer des pôles et des poids qui sont dans le plan complexe, qui vont de 0 à 10 kHz, et c'est très non linéaire en les poids. Et donc, c'est pas un problème facile. Et l'intérêt de l'analyse ici, c'est que comme on a des informations analytiques, on peut partir d'un point qui est déjà très bon, et l'optimisation fonctionne très bien. Du coup, on fait juste une optime linéaire et ça fonctionne parfaitement. Donc là, je vous donne un exemple, c'est un modèle de matériaux. Et l'idée, c'est que je détaille pas comment on l'obtient, mais très facilement, on fait pas d'optimisation compliquée, on arrive à approximer les antirésonances successives. Vous voyez, en rajoutant des pôles. Et on a une propriété de convergence. Je double le nombre de points, je vais calculer 2 fois plus d'antirésonances. Ça, c'est important. On n'a pas une optime non linéaire qui va être piégée dans des minima locaux. C'est ça l'intérêt de l'analyse. Donc si je fais le bilan jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des modèles physiques, on les a analysés pour obtenir une information structurelle, et donc on sait qu'on a notre convolution, elle se ramène à des équadifs et des équations de transport. Maintenant, on va amener l'acoustique. Jusqu'ici, je n'ai pas parlé d'acoustique. Donc l'acoustique, c'est quoi? C'est qu'on sait qu'on a une équation aux dérivées partielles qui régit l'acoustique, où il y a la pression et la vitesse. Et nous, en fait, ce qu'on va dire, c'est que le matériau, comme il a sa dynamique, il ajoute des variables au problème. Et donc, notre problème, il est défini sur un état étendu, où il y a le champ acoustique et les variables liées à la paroi. Donc ça a plein de noms, variable mémoire, variable additionnelle, variable diffusive, peu importe. L'idée, c'est que notre matériau, il a sa dynamique, et cette dynamique, elle ajoute des variables. Et en fait, notre problème, il se ramène encore à une équadif. Simplement, au lieu d'avoir juste pression-vitesse, j'ai pression-vitesse et les variables associées à la paroi. Donc c'est ça l'intérêt numérique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut étudier ça mathématiquement aussi, puisque quand on s'est ramené à ça, on s'est ramené à ce qu'on appelle un problème de Cauchy sur un état étendu, dans un espace de Hilbert, et en fait on peut l'étudier directement, on peut étudier sa nature bien posée et sa stabilité avec la théorie des semi-groupes d'opérateurs pour ceux qui connaissent, et donc on a fait le travail pour montrer que ce problème-là était bien posé. Maintenant je vais venir à la troisième contribution qui porte sur le numérique. Alors, quel est l'objectif ? On connaît notre condition, on sait qu'elle est bien posée. Maintenant, ce qu'on veut, c'est concrètement faire une simulation où il y a ces fameuses conditions avec les variables additionnelles. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui était fait en impédance, l'impédance impactait le pas de temps de la simulation. C'est-à-dire que si vous faisiez une simulation sans impédance, vous avez un pas de temps à 1 seconde, je dis n'importe quoi, vous mettez l'impédance et vous changez les coefficients, le pas de temps doit être divisé par 10 ou par 100. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire une analyse pour trouver une façon de mettre l'impédance qui permettait de garder le même pas de temps tout le temps. C'est ça l'idée de cette contribution-là. C'est vraiment de se dire, on oublie à la limite la forme de l'impédance, peu importe, je mets une impédance, comment je la mets avec mon schéma numérique, comment je couple la paroi avec mon schéma numérique pour garder le même pas de temps. L'idée de faire ça, c'est qu'on démarre, on s'est placé dans le formalisme, un formalisme à flux qui est très utilisé en mécanique des fluides, en volume fini ou en Galerkin discontinu ou en différence spectrale. Et l'idée, c'est que l'impédance, elle est entièrement donnée par une certaine fonction que j'appelle mon état fantôme, mais c'est juste un nom. Et ce que je cherche, c'est trouver cette fonction. Cette fonction, elle me dit comment je couple mon schéma avec l'impédance. Et ce que j'ai proposé, c'est de définir ce que j'appelais des conditions admissibles, avec des conditions de consistance et de passivité, et des conditions de continuité. Et en faisant l'analyse mathématique de ça, j'ai trouvé toutes les façons qu'on peut avoir d'imposer une condition d'impédance avec un schéma numérique. Et l'idée, c'est que parmi ces façons, j'en trouve évidemment une qui est meilleure que les autres. Et ce qu'on a vu émerger, c'est l'intérêt d'utiliser cet opérateur-là, Z- identité composée avec l'inverse de Z plus identité, qu'on appelle le scattering opérateur. Donc ça, c'était nouveau en non linéaire, puisque la théorie couvre le non linéaire, et jusqu'ici, toutes les impédances étaient linéaires, et ce qu'on a montré, c'est que même en non linéaire, on a intérêt à utiliser cet opérateur-là. Donc, l'intérêt de cet opérateur, on peut le voir sur le pas de temps théoriquement. Vous voyez, là, je trouve le nombre de CFL qui est en fait le pas de temps. Et ce que je vois, c'est que, regardez sur cet exemple-là où j'utilise pas le coefficient de réflexion, j'ai un pas de temps qui va tendre vers 0 quand l'impédance tend vers 0 ou vers l'infini. Alors qu'ici, le pas de temps, il reste constant. On démontre théoriquement qu'il va rester constant et on peut étendre le résultat. Après, on peut s'amuser à faire des jolis trucs. Donc maintenant, je vais parler d'illustration numérique. Puisque j'ai trouvé un flux numérique, testons-le et voyons s'il marche ou pas. Donc là, ce que je montre, c'est un exemple tout bête, puisque ce qui est bien avec l'impédance, c'est que c'est une condition monodimensionnelle. C'est U scalaire n, c'est la composante normale de la vitesse qui intervient. Il n'y a pas de propagation tangentielle. Donc on peut se contenter de travailler en monodimensionnel pour tester les choses dans un premier temps. Donc là, ce que je trace, c'est, vous voyez, j'ai un matériau ici. J'envoie une onde, et l'onde, elle se réfléchit. Donc j'ai mis volontairement un sinus plutôt qu'un paquet d'ondes gaussiens pour que ça se voie mieux.
Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai mis un matériau qui est rigide, un mur, et donc l'onde, elle n'est pas atténuée, l'onde qui me revient, elle n'a pas été atténuée, et ça, c'est la solution exacte. Je la simule avec mon flux basé sur le coefficient de réflexion, et on retrouve bien dans la simulation la même onde. Maintenant, je mets une impédance qui correspond à un matériau. Solution exacte, vous voyez que le matériau, il va atténuer et déphaser l'onde, et simulation, ça recouvre bien. Donc ça, c'était juste pour fixer les idées sur ce que fait l'impédance. Elle atténue un peu l'onde, elle la déphase, quoi. Ça, c'est l'impédance linéaire. Nous, notre contribution, ça a été, enfin, le A était une contribution, mais ce qui nous drivait, c'était vraiment ce modèle non linéaire-là qui avait jamais été étudié, où là, vous voyez la solution exacte pour deux amplitudes. En pointillé, vous avez une haute amplitude, et en rouge, en trait continu, vous avez une plus faible amplitude. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'effet de la non-linéarité, c'est que dans une certaine gamme d'amplitude, on a des créations de distorsions harmoniques, en fait. C'est l'effet non linéaire du matériau. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est retrouver ces deux courbes-là sans changer le pas de temps dans ma simulation. Donc, je tente avec une formulation dispo dans la littérature. Et là, je vois que à faible amplitude, je peux garder un CFL assez élevé. Par contre, quand j'augmente l'amplitude, impossible de faire la simulation, le pas de temps est trop réduit. Parce que le pas de temps dépend de l'amplitude de l'onde incidente. Quand je mets ma formulation en bêta, là, je vois que je peux garder le même CFL dans les deux cas. Donc, on a une formulation où le pas de temps ne dépend plus de l'amplitude de l'onde incidente. Donc, on a fait ça, c'était inédit de faire des simulations non linéaires, et on a trouvé aussi la façon optimale de les faire pour conserver le pas de temps. Donc maintenant, on est à l'ONEA, on est en mécaflux, donc on se doit de montrer des couleurs qui bougent, des choses vachement complexes. Donc là, il faut juste attendre que le PDF gère le truc. Donc là, l'idée de cette application, en fait, c'est un cas assez standard, et il y a des installations XP à l'ONERA pour faire ça. C'est qu'on a un conduit avec une entrée ici et une sortie, et le matériau, en fait, il va être... Donc on va d'abord, ça c'est pour fixer les idées, je vais prendre le contrôle de la machine. Ça, c'est, vous voyez, je vais montrer une onde acoustique qui se déplace. Et là, j'ai pas mis de matériau. Donc, on est dans un conduit rigide. L'onde, elle se déplace. Elle n'a aucun problème. Elle n'est pas absorbée du tout. Et en bas, vous voyez ce qu'on appelle le niveau de pression en dB. Bah, il est constant, tout gentiment. Mon schéma numérique, il atténue pas long. Nous, ce qu'on va faire, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'entre L1 et L2, on va rajouter un matériau. Donc, on va commencer par juste ne pas rajouter d'écoulement et juste mettre un matériau. Et là, c'est un matériau, c'est des données qui viennent d'une coopération ONERA et NASA. Et vous voyez que vous allez voir là l'onde se faire atténuer par... Vous allez voir l'onde qui se fait atténuer par le matériau à partir de L1, progressivement. Et là, vous avez en bas, en fait, en vert, c'est l'atténuation de pression donnée par mon calcul. Donc ça, c'est un code de calcul que j'ai entièrement développé. C'est un code de Galerkin discontinu d'ordre 4. Et en pointillé, vous avez l'XP. Vous voyez que mon code se compare de façon favorable aux expériences. Et là maintenant, comme on est à l'ONERA et qu'on se complique vraiment la vie avec l'aéronautique, on va rajouter un écoulement. Puisqu'on a dit que dans notre moteur d'avion, globalement, on s'amuse pas juste à allumer les moteurs à l'arrêt à Orly, on va aussi décoller et faire avancer l'avion. Donc là, je rajoute un écoulement qui naturellement me change un peu mon expérience. Là, on voit que le matériau, il absorbe moins. Tout à l'heure, on était beaucoup plus bas. Le matériau, il est moins efficace. Et on voit qu'on arrive quand même à retrouver le comportement expérimental. Et là, vous avez ça, donc un tracé où les experts devineront un peu la forme du profil de vitesse avec couche limite qu'on voyait un peu au début, et ensuite l'onde est atténuée, l'onde passe. Donc il me reste 2 minutes, c'est parfait pour conclure. Donc en conclusion, là il y a des contributions dont je n'ai pas parlé en fait, parce que mon travail il est très lié au calcul de la dérive fractionnaire et aux études des équations en retard, donc j'ai fait pas mal travailler et communiquer là-dessus. Là, j'en ai pas parlé. Je vais plutôt me concentrer sur les perspectives. L'idée, c'est que, donc, il y a des perspectives mathématiques que je vais pas trop évoquer ici. Il y a des perspectives sur l'analyse des modèles non linéaires qu'on a commencé. Ce qu'on espère, c'est que notre article, il va entamer pas mal d'études sur les modèles non linéaires qui jusqu'ici ont été négligés. Et il y a 2 thèses qui sont envisagées. On peut appliquer tout ça à l'électromag, puisqu'on retrouve les mêmes modèles, le modèle de Leontovitch, etc., qui sont aussi des modèles fractionnaires assez connus. Et on a 2 thèses là qui sont en train d'être amorcées. Une thèse CIFRE qui consisterait à aller dans ELSA, Jaguar, les codes que l'ONERA affectionne bien, pour utiliser cette formulation en coefficient de réflexion, et aller sur des cas plus compliqués que juste un conduit avec un écoulement, donc des cas hydrodynamiques plus complexes. Et une deuxième thèse qui serait plus théorique, toujours en collaboration avec Supaéro et le fameux Denis Matignon, sur des questions d'identification et de contrôle optimal. Alors pourquoi identification? C'est un problème tout bête en fait, c'est que ce qu'on aime bien faire avec ces bancs d'essai, c'est pour ça que l'ONERA en est un, c'est de retrouver les propriétés du matériau à partir de mesures de pression. Puisqu'il faut imaginer que l'impédance, c'est pas une quantité que je mesure avec une règle, quoi. C'est une quantité assez conventionnelle
réfractionnelle en réalité, surtout avec écoulement, et donc on va utiliser des méthodes inverses. Donc ce travail a donné lieu à un certain nombre de communications. Donc la prochaine, c'est des petites vacances en Italie cet été pour parler de dérivés fractionnaires. Et sinon, j'ai fait une conf d'automne et une conf de mathématiques appliquées, une conf d'acoustique. Et en publication, donc on a 2 publications là sur l'aspect analyse de modèles et analyse numérique. Et j'ai une publiée en préparation sur l'aspect étude de la nature bien posée et de la stabilité. Donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions ?